Si vous connaissez un petit peu la vie de Zola ou que vous avez regardé cette vidéo, alors le destin d'Apollinaire ne vous sera pas complètement étranger. Il a en effet des origines italiennes avant de monter dans le sud avec sa mère et son frère. Puis il rêve d'arriver à Paris qui est le vivier artistique de l'époque. Il rate son bac, ne fait pas d'études, passe sa vie à chercher des petits boulots pour survivre en étant persuadé d'être un poète. Cette fois, a raison. Guillaume Apollinaire ne naît pas Guillaume Apollinaire puisque son nom de naissance est en réalité Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzki. Bon, en réalité son vrai nom c'est ça, mais je vais vraiment pas me risquer à lire du polonais. Il adoptera ensuite le pseudonyme Guillaume Macabre avant de finir par devenir Guillaume Apollinaire, le poète solaire. C'est Guillaume Apollinaire le poète qui s'engage volontairement malgré son statut d'étranger lors du début de la Première Guerre mondiale avant d'être finalement nationalisé en 1916. Mais le 17 mars 1917, il est touché par un éclat d'obus. On l'hospitalise donc au Val-de-Grâce. Il éprouve vertige, des paralysies partielles et on décide du coup de le trépaner. Toujours très faible, il survit jusqu'en 1918 malgré une congestion pulmonaire avant que finalement la grippe espagnole l'emporte 2 jours seulement avant l'armistice. Apollinaire est né le 26 août 1880 et le moins qu'on puisse dire c'est que sa naissance est un vrai mystère. Sa mère Angelica était une femme galante qui a eu une grossesse non désirée et qui va mettre un temps fou à reconnaître son fils. Quant à son père, va savoir. La légende voudrait que ce soit Francesco d'Asparmont, mais vraiment aucune certitude sur le sujet. Le jeune Apollinaire est un élève sérieux et consciencieux qui lit tout ce qui lui tombe sous la main, il est fasciné par les mots, il adore les sonorités de la langue, et du coup, il lit tout et n'importe quoi. Que ce soit Balzac, Mallarmé, Racine, La Fontaine, Régnier, Gourmont, les symbolistes, ou même des manuels de médecine, du grec, du latin, de l'allemand, tout. Et plus le temps passe, plus Apollinaire s'affirme. Il se dit maintenant dreyfusard, anarchiste et sceptique. Rien que ça. Mais à 21 ans, il n'a ni diplôme, ni certification, il n'a rien. Et du coup, il se fait engager par la comtesse de Milo pour devenir précepteur. La dame veut revenir dans ses terres d'origine, et du coup, nous voilà partis pour un voyage en terre rhénane. De février à mai 1902, il passe à Cologne, Hanovre, Berlin, Munich, Stuttgart, Darmstadt, Francfort, Trèves, avant de continuer seul vers Prague et Vienne. Apollinaire ressort de ses voyages poète. On dit souvent qu'il est moderniste et qu'il a inventé le terme de surréalisme. En fait, on va voir que tout simplement, il se trouve au cœur du dynamisme artistique parisien. Il écrit beaucoup dans les journaux, il fréquente tous les artistes d'abord à Montmartre puis à Montparnasse, et en 1900 il ne faut pas oublier que c'est le moment de l'exposition universelle, on va pouvoir voler dans le ciel, et un certain monsieur Eiffel a construit une tour incroyable que certains trouvent hideuse, mais qui est pour Apollinaire et ses copains le symbole d'un nouveau siècle. Les artistes veulent du renouveau et Apollinaire est de cela. Ses copains, c'est Max Jacob, Picasso, André Salmon, entre autres. Il crée un journal qui s'appelle le Journal d'Ésope où il peut enfin développer ses théories poétiques. Et en 1905 s'ouvre le Salon d'automne. Le fauvisme est né et le premier qu'il soutient c'est Apollinaire, avant de défendre au Salon d'automne 1911 le cubisme représenté par Léger, Glaise ou Metzinger. En fait, Apollinaire est employé de banque et il publie par-ci par-là quelques poèmes dans des feuilletons, mais son premier vrai recueil sera en fait assez tardif. Il commence par publier L'Enchanteur pourrissant en 1909 qui raconte l'histoire de Merlin qui a été enfermé par la fée Morgane, qui pourrit sans jamais vieillir car il est éternel. On commence déjà à reconnaître tous les thèmes et les motifs de l'écriture d'Apollinaire, et il continue ensuite avec Le Bestiaire, puis finalement avec, en 1913, Eau de vie, qui deviendra Alcool, le plus grand recueil d'Apollinaire. Il publie ensuite Les Mamelles de Tirésias en 1916, qui n'est pas de poème, mais qui est en fait une pièce de théâtre. Et finalement, on terminera avec Calligramme. Mais attention, petite mise en garde, il invente le mot calligramme, il n'invente pas la forme qui est un concept visuel qui a déjà été investi avant. L'époque, en tout cas, n'est pas prête à accepter cette modernité dans n'importe quel des recueils d'Apollinaire, et il faudra attendre la postérité pour qu'enfin Apollinaire devienne un génie poétique. On pourrait donc croire que les voyages, la poésie sont les principaux moteurs de la vie d'Apollinaire.
En fait, il y en a un troisième, si ce n'est le principal, ce sont les femmes. Comment parler de la vie d'Apollinaire sans parler de toutes les femmes qui la peuplent? Le désir, de manière générale, est un moteur pour Apollinaire. Il avance grâce à ça, et du coup, on ne va plus parler du poète, du militaire, du dramaturge, mais bien de l'amant, de l'auteur érotique, bref, de l'amoureux passionné. Quand Apollinaire est précepteur pour la comtesse de Milo, il rencontre Annie Pléden, une dame de compagnie anglaise assez prude. Même s'ils ne parlent pas la même langue, Guillaume multiplie les lettres et les poèmes pour essayer de la courtiser. En vain, puisqu'elle se refuse à lui et finit par partir à Londres, où Guillaume la rejoint en novembre 1903, mais on ne sait pas pourquoi quand il revient c'est assez déçu. En tout cas, la jeune femme va finir par partir carrément aux États-Unis, et là, eh bien, Apollinaire est obligé de laisser tomber l'affaire. Il a le cœur brisé, il commence déjà à être le mal-aimé. Si on fait l'impasse sur Yvonne, la voisine de palier qui lui cède assez facilement, mais qu'il faut le dire, cède facilement à peu près à tous les hommes qui lui font des avances, la femme la plus importante de la vie d'Apollinaire, après Annie, c'est Marie Laurencin. C'est une artiste peintre avec qui il noue une relation, disons, orageuse. Il s'inspire dans leurs arts, mais il la trompe, il est jaloux, et finalement leur relation va se dégrader jusqu'à la rupture consommée en 1912. À cette époque, il s'intéresse aux œuvres érotiques, et à travers ses livres, il défend en fait la liberté de l'artiste, à une époque où des œuvres de Diderot, comme La Religieuse, pourrissent dans des placards. Il propose le premier une anthologie des œuvres de Sade, et publie lui-même des œuvres érotiques, dont le plus connu, qui est Les 11 000 Verges ou Les Amours d'un hospodar en 1907. Qui raconte l'histoire d'un prince roumain, Moni Vibescu, et il y en a pour tous les goûts. Masochisme, homosexualité, pédérastie, scatophilie en groupe ou tout seul, pédophilie, gérontophilie, nécrophilie, et j'en passe, de quoi faire passer 50 nuances de Grey pour un film Disney. Une des autres femmes d'Apollinaire qu'on connaît bien, c'est Lou. Lou, c'est pour Louise de Châtillon, une petite bourgeoise très frivole qui ne s'intéresse guère à la poésie, décidément, ni au poète en fait. Elle lui cède, mais il la harcèle de lettres, de poèmes et rêve d'une petite vie bourgeoise avec elle. Finalement, elle se lasse et ils se promettent de rester amis pour perdre contact. Les extraits de ses lettres et des poèmes qu'il lui écrit seront publiés en recueil à titre posthume et s'appellera Ombre de mon amour, puis en 1955 est rebaptisé Poème à Lou. Mais ne vous en faites pas pour le cœur d'Apollinaire, qui aime sans doute plus l'amour que les femmes elles-mêmes et qui va finir par tomber sur Madeleine Pagès alors qu'il est dans le train en direction du 38e régiment d'artillerie. Madeleine, une institutrice, adore la poésie, elle. Finalement, Apollinaire lui a écrit des lettres, des poèmes qui deviennent de plus en plus sensuels jusqu'à devenir carrément érotiques. Il est amoureux et demande donc la main de Madeleine à sa mère qui accepte. Ils vont finir par partir en Algérie pendant une des permissions d'Apollinaire et la passion va s'estomper au fil du temps. La dernière femme de la vie d'Apollinaire, ce sera Amélia Emma Louise Kolb, qu'il surnomme Ruby et qui elle se fera appeler Jacqueline, qu'il épouse le 2 mai 1918 avant de mourir quelques semaines plus tard. Apollinaire est donc un être complexe, solaire, qu'il est difficile d'analyser et de condenser dans une vidéo, mais en tout cas le plus sûr moyen pour le comprendre et le connaître au mieux, eh bien c'est tout simplement de rentrer dans son œuvre. Ce que je vous propose de faire dans une prochaine vidéo qui sortira dans une semaine. Je vous laisse deviner en commentaire de quelle œuvre il s'agit, et d'ici à une prochaine vidéo, bonne lecture!